Bienvenue à toutes et à tous. La semaine a fait sa ronde et nous voici au dimanche, jour sacré de la messe médiatique en direct de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième qui s'honore de vous accueillir, où l'horloge indique 13h passées de 33 minutes. Même heure à la mosquée Nourdine d'Adeti Kopé. C'est l'heure de la messe autour d'un évangile à 4 chapitres, à savoir la lutte contre les armes chimiques, la contractualisation des hôpitaux du Togo, la presse avec deux grands événements qui l'ont marqué cette semaine au Togo et la main tendue de Assimi Goïta à son homologue Faure Essouzna Niassibé dans la crise qui l'oppose à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout ça à analyser avec deux confrères, pas des moindres, ici présents. Il s'agit de mon homonyme, Eric et Seigneur, donc Eric Johnson à droite. Il est le directeur de publication du journal L'Union. Il n'y a plus pour la patrie. Hein? L'Union tout simplement. Pour la patrie, c'est le slogan. D'accord. Donc, du journal L'Union. Et à gauche, mon frère et patron Jacques Diakouti, journaliste, analyste, directeur général de Radio Évangile, la toute première radio de l'Évangile. Elle a comme devise « Jésus vous aime, JVA ». Bonjour Jacques. Bonjour Eric. Bienvenue à tous dans cette messe médiatique et surtout merci pour l'honneur que vous nous faites malgré vos charges. La réalisation, le cadrage et la mise en orbite de cette émission sont l'affaire de Nyon Makaka, Ibrahim Machi devant moi pour le cadrage, Simone Aoui pour la mise en orbite. Donc moi, je suis Eric de la grande descendance des Toki Tanandais, prince héritier de Pagoуда. Je profite pour faire un coucou à la famille Solim amicale des ressortissants de Kanyisi à Lomé. C'était la présentation ou la civilité. À présent... Avec mon bonjour quand même. Bien sûr, bien sûr. Bonjour Jacques. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bonjour Eric. Bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision deuxième. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous les amis, tous ceux qui nous ont accompagnés pendant les obsèques de mon feu père, Magloire Johnson. Je dis un grand merci à toute la corporation de la presse. Je dis un grand merci à tous les amis, tous ceux qui sont arrivés de loin pour nous assister et nous soutenir dans cette épreuve. Merci une fois encore à tous. Merci beaucoup. Vous m'avez dévancé de quelques millimètres. J'allais en venir. Je voulais, avant de démarrer cette messe, que je vous prie, vous téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent de par le monde, de vous joindre à moi donc pour dire sincères condoléances et les plus sincères, donc les plus attristés et les plus patriotiques et confraternels à Eric Johnson, qui, il y a une semaine, a enterré son papa, dont il se voit séparé définitivement, que son âme repose en paix, malgré tout le poids du deuil qui pèse sur lui. Eric Senior a bien voulu répondre à notre invitation, démontrant une fois encore son amour, son amour pour le travail et surtout son respect et sa fidélité pour vous, les téléspectateurs que vous êtes, n'est-ce pas Jacques? Bien sûr, merci beaucoup Eric. Nous saluons également tous ceux qui sont actuellement de nous suivre et nous leur souhaitons également une bonne journée dominicale. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne également fête des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu
Les femmes, c'est leur journée apothéose aujourd'hui. Ah, d'accord. Oui, donc chaque année, à pareil moment, les femmes des Assemblées de Dieu sont en fête. Donc c'est l'apothéose de leur journée aujourd'hui. Je voudrais une fois encore souhaiter une bonne fête aux femmes et celles qui m'ont offert ce joli pagne. Donc merci pour le cadeau. Et une fois encore également souhaiter renouveler les condoléances les plus attristées à notre confrère Eric. C'est pas facile de se séparer de son papa. Je voudrais une fois encore lui souhaiter les condoléances les plus attristées et demander à ce que Dieu comble le vide que son papa a laissé autour de ses enfants. Ce qui me plaît de lui, c'est qu'il a su braver tout le deuil. Et il nous a rejoints et je ne sais pas, mais je me pose une question. J'ai vu la photo fait part du papa de Eric et je me demande si à son âge Eric aura le même charme encore. Mais c'est ce qu'on souhaite, Eric. Merci et merci à vous tous. Merci Jacques. Merci pour tous ces mots qui me touchent très sincèrement. Et je crois que je vais peut-être dire 2 mots par rapport à la mobilisation de toute la presse. Je dis toute la presse, il s'agit de la presse publique et de la presse privée. Tout le monde était là, représenté, et certains ont bien voulu être là, mais pour des raisons diverses. Ils n'ont pas pu, mais je dis un grand merci parce que j'ai vu des associations de presse et des syndicats et des patronats, tout le monde était là et je me suis posé juste une petite question. Est-ce que la presse va toujours être aussi mobilisée pour tous les autres confrères? Est-ce que la presse sera toujours unie face à ces situations? Vous savez que la presse traverse des moments très difficiles, il ne faut pas l'oublier. Néanmoins, j'ai vu autour de moi toute la presse présente. Merci, merci à vous tous. Je suis sûr qu'elle le sera à chaque fois que l'occasion va se présenter. C'est une presse togolaise très soudée. On l'avait vu également lors de l'enterrement où j'étais de Joël Ega. C'était presque toute la presse également. Et là, c'était un message que la presse togolaise est vraiment unie et solidaire. S'il est vrai, comme le disait Bernard Dadier, que les morts ne sont pas morts, nous espérons retrouver Papa Johnson partout où nous passerons. Dites Amen. Amen. Voilà, à présent, c'était les civilités, la seconde civilité, mais les femmes de l'église évangélique, je crois que nous vous rejoindrons très bientôt, et à commencer par la femme de Jacques, à qui nous rendrons visite peut-être pour la 3e mi-temps. Voilà, à présent, l'évangile. Le Togo veut aller en guerre contre les armes chimiques. C'est l'un des décrets pris en Conseil des ministres cette semaine. Ce décret vient renforcer l'arsenal de mesures prises en faveur de la paix et de la sécurité et surtout du bien-être des populations. Chers confrères, comment trouvez-vous cette mesure prise par le gouvernement d'aller en guerre contre les armes chimiques? Et s'il le faut, c'est quoi même les armes chimiques pour le Togolais lambda? Bon, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement pour avoir pris cette disposition. Vous savez, depuis un certain temps, le Togo est en train de régulariser certains traités et certains tests. Vous savez, quand vous prenez le secteur également de la santé aujourd'hui, l'Assemblée nationale avait également voté entre-temps une loi concernant aujourd'hui, vous savez, quand vous voulez créer par exemple une radiothérapie, vous savez, ces radios-là dégagent des ondes et il faudrait que l'État puisse réguler également ce facteur et ce secteur-là. Voilà ce que l'État a fait. Aujourd'hui, on nous parle également des armes chimiques. Je crois que c'est vrai que le Togo ne produit pas, ne dispose pas d'armes chimiques. Ça, il faut le reconnaître. Mais il est important aujourd'hui
que le Togo puisse prendre le devant, en adoptant par exemple ces tests, en interdisant effectivement l'exploitation et l'exportation également de ces armes-là vers notre pays, le Togo. C'est vrai, aujourd'hui, quand vous prenez le monde entier, vous entendez un peu parler les pays qui détiennent effectivement ces armes. C'est vrai que le Togo, comme je le disais tout à l'heure, n'en fabrique pas, mais il faudrait interdire à ce qu'on puisse exporter effectivement ces armes-là vers notre pays, qui peut causer également d'énormes dégâts dans notre pays. Ce n'est pas seulement le fait de fabriquer, mais vous savez, aujourd'hui, il y a certaines firmes qui sont malins et qui envoient les déchets déversés, ces déchets chimiques là dans notre pays. L'exemple patent est là, parlant de la Côte d'Ivoire entre-temps. Vous vous rappelez où un bateau avait déversé des trucs chimiques sur les côtes ivoiriennes, et cela crée beaucoup d'énormes problèmes. Les gens sont morts, il y en a qui sont traumatisés à vie, qui sont également malades aujourd'hui à vie. Donc je crois qu'avec ces dispositions, l'État est en train de mettre aujourd'hui l'arsenal pour pouvoir protéger ces populations. Je crois qu'un État qui se respecte, c'est l'État qui est là, qui prend toujours le devant, qui défend toujours les événements avant que ces événements ne se produisent. Donc je crois qu'il y a une structure aujourd'hui je crois que c'est l'ANIAC qui est chargée de contrôler l'espace de ces armes chimiques. Il faudrait également que cette structure aujourd'hui puisse valoriser les valeurs qu'on reconnaît de cette structure, parce que comme vous l'avez si bien dit, le Togolais lambda ne maîtrise pas tellement ce que c'est qu'une arme chimique. Je crois que c'est le lieu, avec ce que l'État vient d'adopter aujourd'hui, pourra servir de passerelle à l'ANEC de pouvoir effectivement développer les thématiques pour pouvoir mieux expliquer nos populations ce que c'est. Aujourd'hui, quand vous parlez en Togolais lambda, ce que c'est qu'une arme chimique, le Togolais lambda ne pourra pas vous répondre. Mais je crois que là où certains pourront peut-être vouloir expliquer un peu, tout juste c'est les pétards qu'on interdit, que ces pétards-là rentrent dans notre pays. C'est ce que les gens pourront vous dire. Mais je crois que parlant des armes chimiques, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est des armes qui détruisent beaucoup. Et lorsque ces armes sont déversées, et lorsque ces armes sont effectivement jetées dans un pays, il faut reconnaître que c'est une destruction massive. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui maintenant valoriser ces tests, aller maintenant à la pédagogie pour que nos compatriotes puissent mieux comprendre. Éric, il faut dire que le Togo vraiment ne veut rien laisser passer. C'est des lois qui sont en train d'être promulguées et signées. Tout ça pour sécuriser la vie des Togolais. Et encore une loi pour lutter contre les armes chimiques. Alors, je vais peut-être essayer de donner une définition d'une arme chimique en disant que il y a des armes conventionnelles et tout ce qui n'est pas conventionnel et qui détruit très rapidement par toxicité, c'est ce qu'on appelle une arme chimique. Donc, il y a ces armes-là que des gens fabriquent. Et Jacques disait tout à l'heure que le Togo n'en fabrique pas, j'ai souri, tout simplement parce que aucun pays au monde ne prétend fabriquer des armes chimiques, parce que c'est des trucs qui sont très cachés du moment où il y a une convention des Nations Unies qui interdit la fabrication de ces armes par rapport à leur force de destruction. Et donc, les gens en fabriquent, mais se cachent toujours. Alors, le test que le Togo est en train de produire aujourd'hui, c'est pour pouvoir détecter ces fabricants de fabrication d'armes chimiques, justement, pour les anéantir avec un arsenal juridique. Parce que, autrement dit, si on prenait quelqu'un en train de fabriquer une arme chimique, il n'y a pas de tests de loi qui permettent de le sanctionner. Mais cette fois-ci, avec cette loi-là, le Togo peut facilement juger et frapper tous ceux qui seront tentés d'en fabriquer. Et donc, quand nous parlons d'armes chimiques, il faut comprendre que c'est des armes de destruction massive. Jacques l'a dit tout à l'heure. Et donc, vous savez, au cours d'une guerre, par exemple, il y a des pays
qui les utilisent justement pour faire très mal. Faire mal parce que, vous savez, quand vous êtes dans un enclos, on envoie une arme chimique, c'est sûr que les 90% des personnes qui sont là vont être victimes. Vont mourir. Vous vous rappelez de ce qu'on a accusé la Russie et la Syrie d'avoir utilisé une arme chimique contre les rebelles, une arme chimique à base d'un produit qui s'appelle le sarin. Et donc, c'est cette arme chimique-là, dès que ça vous touche, tout de suite, ça forme des bulles. Et ça bloque la respiration et vous mourrez. Donc, dès que vous sentez, vous inhalez ce produit chimique-là, c'est-à-dire que c'est la mort qui s'ensuit. Et donc, c'est des armes très très toxiques qui détruisent énormément, et donc le Togo est en train de se positionner pour que ces armes-là ne soient pas utilisées non seulement sur son territoire, mais également qu'elles ne soient pas fabriquées pour des utilisations. Oui, il y a une loi du déterminisme qui dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et ça dit que le Togo a commencé par sentir quelque chose dans ce sens, qu'il, comme vous l'avez dit, qu'il se presse de prendre le devant. Est-ce qu'on va dire qu'avec le djihadisme, le terrorisme et l'extrémisme violent qui sont monnaie courante maintenant, quelque chose est en train de se sentir dans ce sens, et le Togo prend ses responsabilités d'avance. Bien sûr, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'environnement, que ce soit international, même dans les pays voisins, avec les attaques auxquelles nous assistons presque quotidiennement, on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a, quand vous prenez aujourd'hui les fabrications des bombes artisanales que les djihadistes là utilisent, où est-ce qu'ils trouvent le produit? En fait, sûrement que ces produits-là sont exploités à partir peut-être au niveau local. Et puis, quand vous prenez même la fabrication de certaines mêmes potions que les gens utilisent aujourd'hui pour fabriquer même l'engrais aujourd'hui. Vous savez que il y a certains engrais aujourd'hui qu'on fabrique. Lorsque vous mettez ces engrais-là dans le champ, tout ce que vous faites, cela ne se reproduit pas. Donc c'est pour vous dire que quelque part, c'est vrai, l'État a dû voir quelque chose venir. Et c'est pourquoi ils ont déjà commencé. Et sûrement également, il y a peut-être que les gens qui sont tapis dans l'ombre qui pourraient peut-être exporter ces genres de produits-là pour la fabrication locale ici. Moi, je crois qu'avec l'arsenal que l'État est en train de prendre, maintenant, il faut demander à ce que, vous savez, quand on peut prendre les lois, on peut produire des lois, mais c'est le contrôle, l'application qui est souvent un peu difficile. Parce qu'il faut que cela soit assimilé d'abord pas au niveau de la douane de l'aéroport, la douane également au niveau des frontières terrestres. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le contrôle soit accentué à ce niveau. On peut prendre par exemple des dispositions, on peut prendre par exemple des lois, mais lorsque ces lois dans l'application ne sont pas réelles, il faut reconnaître que l'État sera en train de taper dans l'eau. Mais je crois que cela ne sera pas ainsi. Ça ne sera pas ainsi parce que je connais celui qui aura peut-être en charge de veiller au respect de cela. C'est quelqu'un qui ne lésine pas. Ça va être peut-être une action conjointe du ministère de la Sécurité, peut-être du ministère qui s'occupe pourquoi pas, des transports, aussi bien aériens que terrestres. Alors, tout ça, c'est là où nous amène la science. On voit là que, comme le disait Emmanuel Ben, la science est en train de... le monde radieux est dans de mauvais draps. La science est en train de nous exposer à d'énormes dégâts. En tout cas, nous espérons que la loi va faire son bonhomme de chemin, et comme l'État togolais sait bien dévancer les événements, pour qu'on n'en arrive pas à là, parce que tel que vous l'avez décrit, c'est vraiment une arme chimique où arriver au Togo sur les 56 600 km², c'est en quelques secondes que nous allons être atteints. Oui, bien sûr. Je vais donner l'exemple
quand vous parliez tout à l'heure de terroristes, de djihadisme, Oui. etc. Vous savez, en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, il y a des chercheurs sud-africains blancs qui ont développé certains produits toxiques Oui. qu'ils envoyaient même dans les prisons. Vous imaginez, les gens sont déjà arrêtés Oui. et ils sont prisonniers et on leur envoie encore des produits chimiques qui sont très toxiques et qui peuvent rapidement les tuer. Et en 1945, par exemple, il y a une arme chimique qui a été utilisée qu'on appelle le Clax, qui, dès qu'on l'envoie, vous sentez les gens commencent par vomir. Ah bon. De vomissement en vomissement, l'homme meurt, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, avec ces djihadistes-là, il faut faire extrêmement attention. Parce que le transport même de ces produits-là est déjà une faute qu'il faut désormais punir. Mais pour le faire, il faut une loi. Et donc, je crois que les dispositions prises par l'État togolais, sinon le gouvernement, constituent déjà un arsenal juridique pour pouvoir arrêter le transport, l'utilisation de ces produits-là qui sont très très toxiques. Très bien. Eric, vous savez même, quand vous prenez la cosmétique, ils utilisent également souvent ces produits. Donc je crois que c'est vrai cette loi, mais il faudrait aujourd'hui que l'État puisse recadrer les choses. Oui. Je ne peux pas imaginer, Eric, que au sorti par exemple d'une école, d'une classe ou bien d'un bâtiment d'école, vous voyez des panneaux de publicité, un enfant de 12 ans qui a une pommade éclaircissante, on dit bon voilà ce que l'enfant a pris, l'enfant est devenu un peu clair, donc on invite les gens. Je crois qu'il faudrait également que l'État... Ce soit disant publicité. Publicité, c'est pas du tout normal. On ne peut pas, aujourd'hui on ne peut pas construire une société en demandant par exemple aux filles, ou bien aujourd'hui à des hommes également qui essaient de se dépigmenter. Je crois qu'on ne peut pas construire une société dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, si on ne réglemente pas également ce secteur, vous savez, aujourd'hui, quand on parle du développement du cancer, cela également passe par là. C'est vrai. Il y en a des femmes aujourd'hui, lorsque par exemple elles sont enceintes et qu'on est obligé de leur faire par exemple une césarienne, lorsqu'elles mettent par exemple ce genre de produits, quand elles vont par exemple pour l'opération, c'est souvent compliqué. Et vous voyez la plupart par exemple de ces filles, de ces femmes, lorsqu'elles font par exemple un accident, et après, pour que la plaie se cicatrise, ça prend également un temps fou avant que effectivement la plaie ne puisse se cicatriser. Donc je crois que avec cet arsenal que l'État est en train de prendre, c'est vrai qu'ils utilisent également ces produits-là pour fabriquer. Il faudrait également que l'État puisse sévir également sur ce aspect. Vous avez bien fait de soulever cet aspect parce que ça peut passer rapidement de ce côté. Bien sûr. Parce qu'on peut transformer ces armes chimiques sous forme de produits, de pommade, parfum, pourquoi pas. Et puis bon, très vite, ça va nous abattre. En tout cas, nous disons alors merci au gouvernement pour cette initiative. Je ne l'avais pas très bien compris, mais avec vous, je crois que il y avait de quoi. On pensait que les gens pensaient que c'est une loi de trop encore, mais c'est une loi fondamentale. Un autre sujet au menu du Conseil des ministres est la contractualisation des hôpitaux. Lancé il y a 8 ans, l'État fait l'état des lieux, l'État fait l'état des lieux et pense l'étendre à d'autres hôpitaux. Déjà, il y a certains hôpitaux qui sont déjà ciblés pour faire l'expérience de cette mesure. Est-ce déjà à dire que l'initiative a porté ses fruits? Si oui, quels sont les indicateurs, Eric? Oui, je pense que d'abord il faut comme on le fait de façon pédagogique, expliquer ce que c'est que la contractualisation. Très bien. Qui est une action menée par une institution de la République pour faire travailler des privés au sein des structures sanitaires du pays. C'est ça la contractualisation. Et donc, l'État, il y a 8 ans, a pris cette initiative-là parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos hôpitaux, surtout publics, ont énormément de difficultés
pour venir à bout des soins, enfin des pathologies présentées par les patients, les malades, etc. Et donc, l'État a pris cette initiative-là pour faire venir des structures privées qui vont essayer de travailler dans l'organisation, dans les soins aux patients, pour que les populations puissent quand même en bénéficier. Et vous savez, on a pris certains hôpitaux pilotes. Oui. Et personnellement, j'avoue que nous avons essayé de faire, il y a de cela 2 ans, oui, une étude à partir d'un hôpital pilote, qui est l'hôpital d'Atapamé. Nous y étions, nous avons remarqué la façon de travailler. D'abord, quand je prends déjà l'accueil, vous imaginez des gens qui arrivent au plus grand hôpital du pays, oui, qui est Sylvanus Olympio. D'abord, l'accueil est nul. Il faut le reconnaître parce que d'abord vous arrivez, quelqu'un qui est très souffrant, on le laisse là, on lui dit allez chercher des bons, oui, faites ceci, faites cela, avant qu'on ne commence même pas toucher le patient, le malade. Peut-être même un accidenté qui est dans une situation d'urgence, un état d'urgence. Voilà. Mais quand vous arrivez aujourd'hui à l'hôpital d'Atapamé, oui, ma foi, c'est un accueil. Vous savez, on dit souvent que quand vous arrivez chez le médecin, le premier médicament, c'est l'accueil. Vous êtes déjà guéri à 50%. Et donc, à l'hôpital d'Atapamé que nous avons visité dans le cadre de cette contractualisation, mais j'avoue que l'accueil est exceptionnel. On vous reçoit, on vous installe, on commence par discuter avec vous par rapport à ce dont vous souffrez avant de vous réclamer l'achat de bons, etc. pour savoir qui vous a amené, est-ce des parents, etc. pour voir. Et là, après l'accueil, quand vous arrivez dans les unités de soins avec des médecins qui sont présents, et là, j'avoue encore une chose, vous savez, à l'hôpital Sylvanus Olympio, il y a un problème de présence des médecins. Du personnel, hein? Et les gens, on vous dit, le médecin vient de se lever, il vient de faire ci, il vient de faire ça, alors que le médecin, peut-être quelque part, il est dans une clinique, dans sa clinique quelque part. Et donc, à l'hôpital d'Atapamé, ce que nous avons constaté, c'est que les médecins sont présents, ils vous reçoivent, ils commencent les soins et après on vous dit voilà ce que vous devez faire. Et vous savez aussi que c'est un hôpital public et comme cela, il y a des premiers soins qui sont gratuits. Et alors que ailleurs, ça ne se pratique pas. Vous savez, quand vous avez le paludisme, je crois que c'est la directrice d'une unité de distribution de produits pharmaceutiques, je crois que c'est, si ce n'est pas le CAMEG, je ne sais plus, mais qui avait dit publiquement que quand vous avez le paludisme et que vous arrivez dans un hôpital public, les premiers soins sont gratuits. Et donc, vous avez quand même un minimum de produits qu'on vous donne gratuitement. Et c'est ce qui se pratique désormais à l'hôpital d'Atapamé pour ce que nous avons constaté. Après maintenant, il faut aller un peu plus loin. Oui, justement, les soins, etc. Si tel est vraiment le cas, alors Jacques, il faudrait contractualiser tous les hôpitaux, même les CMS. Ça me rappelle ce triste souvenir de la dame Mireille qui a accouché, qui est morte, et aussi son bébé pour raison de négligence des médecins. Si tel est le cas, alors, il faudrait que tous les hôpitaux soient contractualisés. Bon, peut-être que je vais te décevoir. Bon, moi, ce projet, à vrai dire, ne m'a pas convaincu. Pas du tout convaincu, parce que vous savez, quand on parle des soins au niveau de l'hôpital, vous prenez par exemple les cliniques privées, pourquoi ça marche? Et quand on parle le CHU Sylvanus Olympio, comme ils disent que non, on n'accueille pas bien, on va par exemple au CHU Campus, qu'on dise qu'on n'accueille pas bien. On va à l'hôpital de Baie. De Baie, on dit qu'on n'accueille pas bien, mais quelque part il faut reconnaître que soit il y a deux choses. Soit c'est la négligence,
soit ceux qu'on a là-bas ne sont pas compétents. Mais ça, c'est ça. Parce que je ne peux pas, par exemple, créer ma clinique privée avec mon argent et que j'emploie, par exemple, des gens qui sont nonchalants. Ça ne peut pas marcher. Et de deux, il ne faut pas qu'on pense que tout ce qui est public là, que bon, écoutez, c'est comme si c'est dans un moulin. On va comme on veut. Pas du tout. Donc je crois qu'il faudrait un peu de la rigueur. Il faut la rigueur dans la gestion des choses. Troisièmement, vous allez dans les instituts, par exemple, publics. Mais pour faire le scanner, vous êtes obligé d'aller, par exemple, dans les centres privés pour le faire. Vous voulez, par exemple, faire une radio. Vous êtes obligé d'aller dans des structures privées pour le faire. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État s'organise. L'État s'organise dans quel sens? L'État s'organise à équiper les hôpitaux. En équipant, par exemple, les hôpitaux. Vous avez vu ce que Talon a fait au Bénin. C'est-à-dire que Talon a présenté 2 tableaux aux médecins béninois. C'est-à-dire que vous choisissez l'option. Soit vous êtes avec le public, ou bien vous choisissez l'option d'être avec les privés. Donc, avec l'option là, ça va marcher. Et l'autre aspect, il faudrait également que les médecins soient bien payés, soient bien rémunérés. Parce que l'autre aspect aussi, c'est à ce niveau-là. C'est la corruption. Les gens sont dans le public, ils ne gagnent pas ce qu'ils gagnent dans le privé. Donc, il y a cet aspect également. Donc, je crois qu'il faudrait plutôt réorganiser nos hôpitaux. Quand on parle, Eric expliquait tout à l'heure qu'il est allé à l'hôpital d'Atakpamé, on les a bien accueillis. Peut-être c'est parce que c'est vous, Eric. Non, ce n'est même pas ça. C'est parce que c'est Atakpamé. Les gens ne peuvent pas quitter Atakpamé pour venir travailler à Lomé et repartir. En fait, c'est ça. Faites l'expérience à Lomé ici, vous verrez. Les gens vont quitter les hôpitaux là pour aller encore travailler dans le privé avant de revenir. Donc je crois qu'il faudrait effectivement une organisation au niveau effectivement de nos hôpitaux. Le chef de l'État avait, entre-temps, avec la première, j'ai suivi, ils avaient dit qu'ils vont voir comment construire des structures de santé sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage cela. Et lorsqu'ils, par exemple, ils bâtissent, par exemple, ces structures de santé, il faut les équiper. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, je disais, au CHU Campus et CHU Sylvanus Olympio, lorsque on veut faire la radio, il faut dans les sites publics, c'est pas du tout, c'est pas bien. Parce que je ne peux pas comprendre, Eric, qu'un privé puisse débourser par exemple peut-être 500 millions pour acheter un scanner et qu'on dise qu'un État, un ensemble d'États ne puisse pas débourser 500 millions pour acheter un scanner. D'autres diront non, qu'on achète mais ça ne dure pas, que non, les gens font ce qu'ils veulent. Non, mais écoutez, lorsque par exemple vous achetez par exemple un scanner que vous ne mettez pas au niveau des hôpitaux, mais écoutez, mettez quelqu'un. Si vous voulez privatiser, si vous voulez privatiser ça, privatisez et dites à la personne que vous voulez effectivement les résultats. Et vous verrez si ça va marcher ou pas. Moi, je crois qu'il faudrait également aujourd'hui qu'on reconnaisse que l'État a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans nos hôpitaux. Et l'autre aspect également, c'est les médecins qui sont au niveau de ces hôpitaux également, qui ont une grande responsabilité. Parce que quand vous prêtez par exemple serment de soigner les malades, mais vous êtes obligé de respecter votre serment. Mais si ça ne va pas, donc c'est pour vous dire que soit vous n'avez pas la vocation, soit vous n'avez pas l'appel d'aller servir là où vous êtes. Moi, je crois qu'avec cette contractualisation dont on nous parle aujourd'hui, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais regardez le CHU Sylvanus Olympio. La fois passée, j'ai suivi un reportage où ils ont engrangé un bénéfice, où ils ont pris ce bénéfice-là pour construire également un autre bâtiment, un autre bloc de santé. Donc, c'est pour vous dire qu'il suffit seulement de pouvoir s'organiser. Une petite discipline, je crois que ça va aller. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, il faudrait qu'on puisse, à chacun à son niveau, qu'on puisse se poser la question de savoir, est-ce que je suis à ma place? Et puis, vous avez touché un aspect. Je pense qu'il y a eu des hôpitaux pilotes, et donc c'est à partir de leurs résultats qu'on veut élargir cette contractualisation sur toute l'étendue du territoire. Et donc, je crois que ce que Jacques est en train de dire, c'est le visage commun de nos hôpitaux publics. Et à partir de ce moment, lorsque ces hôpitaux-là seront contractualisés, je pense que la gestion, les structures même, les soins, etc., seront vraiment différents.
Quand on prend le CHU Sylvanus Olympio, qui sera bientôt contractualisé, je pense qu'à partir de ce moment, les gens seront obligés d'être à leur poste aux heures indiquées. Les gens ne pourront plus se déplacer comme ça se fait aujourd'hui. Vous savez, la contractualisation ne veut pas dire qu'on va sortir ceux qui sont déjà des travailleurs dans cette structure publique-là, on va les sortir de là. Non, c'est la forme de gestion qui va changer. La méthode de travail. C'est juste un privé qui arrive et qui a une obligation de résultat vis-à-vis de l'État. Et donc, quand vous prenez cette structure sanitaire-là, parce qu'en réalité, c'est des recherches que les gens sont en train de faire aujourd'hui pour voir quelle est la forme de gestion qui pourra permettre de donner des soins vraiment choses à nos Oui, et il faudrait aussi que l'État pense dans cette logique de contractualisation dont le but est donc de rendre meilleurs soins aux patients. Il faudrait penser vraiment au curricula ou du moins à la qualité de formation de ceux qui sont appelés à travailler sur le corps humain. Non, il faut reconnaître. À ce niveau-là, je pense qu'il y a un problème. Il y a beaucoup qui ne s'y connaissent pas. Non, les médecins togolais, moi je ne peux pas dire la main sur la conscience ici qu'ils ne sont pas compétents. Ils sont vraiment compétents. Et quand vous allez un peu, vous voyagez un peu partout, vous arrivez dans certains cliniques, dans certains pays, vous trouvez toujours un Togolais. Vous allez toujours trouver un Togolais ou une Togolaise dans certaines cliniques à l'étranger. Donc c'est pour vous dire que les Togolais travaillent. Ça, la main sur la conscience. Ils sont compétents. Donc je crois qu'aujourd'hui, moi, le mot contractualisation, ça me dérange. Si on me parlait du privatiser les hôpitaux, c'est mieux. Non. On amène un privé, on lui demande des résultats. Privatisons et l'État a une part, une quote-part dans cette privatisation. On sait que chaque fin du mois, voilà ce que l'État, ou bien chaque année, voilà ce que l'État a dans ces hôpitaux-là. Et on verra si ça va marcher. Parce qu'on ne peut pas expérimenter quelque chose, on dit bon, parce que ça a marché, on quitte. On va venir faire encore l'autre ici, mais on ne sait pas après ce qui peut se passer. Mais au fait, c'est ça. Donc, moi, je crois que c'est une privatisation qui ne dit pas son nom. Au fait, c'est ça, au fait. C'est une privatisation qui ne dit pas effectivement son nom, mais on dit, bon, mais on sent effectivement que c'est ça. J'ai donné l'exemple du CHU, Sylvanus Olympio. Mais on n'a pas fait cette compte. Mais ils ont engrangé, je crois, à hauteur de 600 millions. Ils ont construit un bloc sanitaire. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, les gens ont envie de travailler. Les gens travaillent. Il faudrait aujourd'hui que l'État mette également les moyens à la disposition de ces centres de santé-là. Allez au CHU, par exemple, Sylvanus Olympio. Il y a un bâtiment qu'on a commencé depuis 1973. Ce bâtiment est là-bas. Quand les gens n'étaient pas encore nés. Le bâtiment est toujours là-bas. Donc je crois que ce bâtiment est carrément rasé aujourd'hui. C'est un bâtiment à reprendre. Parce qu'on ne pourra plus dire qu'on va mettre encore une brique là, ou bien tourner ce bâtiment, ou bien vouloir mettre une date sur ce bâtiment. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc je crois que quelque part, il faudrait, moi je le répète une fois encore, il faudrait que l'État puisse mettre les moyens. Si l'État met les moyens aujourd'hui, Eric, je vous dis que nous n'aurons pas de problème. Pendant cette crise de Covid qu'on a eu à traverser, moi j'ai longé un peu la frontière d'Aplaou, j'ai vu ce qui se passait. Mais ça faisait pitié. Nos compatriotes qui quittent ici pour aller tout juste pour ceux qui avaient le cancer, pour aller se soigner au Ghana. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut encourager les gens. Il y a un compatriote qui a créé aujourd'hui un centre de radiologie qui touche un peu les sœurs, les frères qui ont le cancer. Moi je crois que c'est des initiatives qu'il faut encourager. Donc je crois que les Togolais ont la bonne volonté de le faire, mais il faudrait que l'État accompagne également cette bonne volonté-là à pouvoir faire un travail. Je ne veux pas citer des cliniques pour faire peut-être la publicité gratuite, mais on sait ce que certaines cliniques font dans ce pays par rapport aux soins qu'ils donnent à nos populations. D'accord, j'espère que cette contractualisation va atteindre la plupart des hôpitaux. On pourrait passer 2 heures à parler de ça parce que c'est notre vie. La vie, la santé, c'est la vie. Et nous restons dans cette rubrique pour ouvrir une parenthèse sur
la vie, il a été question également lors de ce conseil et bien avant ça, le gouvernement dans sa batterie de solutions à la vie chère a lancé à compter du 1er mai, c'était le 1er mai, alors ce qu'il a appelé ça comment? L'assouplissement des peines, le plafonnement des prix des denrées de première nécessité. Une semaine après, Eric, votre femme est allée certainement au marché du quartier pour acheter soit le maïs, soit le piment, les tomates, le sucre, l'huile, etc. Une semaine après, quel est l'état des lieux? Non, mais je pense que plafonner les prix, c'est une bonne chose pour nous, tout simplement pour éviter les spéculations. Ouais. Sauf que derrière, il faut un contrôle. Il faudrait que le ministère du commerce et surtout la section commerce intérieur puisse faire ce travail-là pour que les prix soient régulés. Vous savez, les gens aujourd'hui, parce qu'au Bénin, vous savez qu'il y a eu diminution des prix de première nécessité, par exemple, sur l'huile, on a détaxé carrément le riz, le sucre, etc. Mais les gens vont chercher ces produits-là dans ces pays-là pour revenir ici, pour vendre ici. Alors que ici, c'est un peu plus cher. Et donc, ceux-là, ils peuvent vendre leurs produits moins chers que ceux qui achètent directement au port de Lomé ou qui reçoivent du port de Lomé pour pouvoir mettre sur le marché. Maintenant, à l'intérieur, si vous voulez que les prix soient stables, il faut forcément contrôler. Mais ce contrôle-là s'effectue de quelle manière? Lorsque moi j'ai pris, par exemple, l'indice des prix sur le marché le mois dernier, j'ai constaté qu'il y a encore eu une légère augmentation des prix de première nécessité, des prix des produits de première nécessité. Maintenant, pour juger de cela, c'est pas ce que la femme est allée acheter à côté qui va me permettre de jauger. Mais il faudrait que ce soit un truc national. Il faut que ça se passe sur un certain espace du territoire pour qu'on puisse dire que effectivement il y a eu stabilité, il y a eu diminution ou autre chose. Mais à l'heure actuelle, c'est pas possible de faire ce constat-là, de dire que oui, ça n'a pas pris. Jacques, effectivement, la question, j'ai envie de vous la poser également, parce que là, j'ai fait un tour dans le marché de mon quartier à Téticopé là-bas, et je n'ai pas vu grand-chose. Les femmes se plaignent également. Certaines disent que c'est 50 francs, on a réduit, d'autres que pas du tout. En tout cas, je ne sais pas, ça n'a fait qu'une semaine. Est-ce que la mayonnaise pourra prendre cette mesure-là? Je suis en train de voir comment on pourra réussir à la faire appliquer. Eric, vous savez pourquoi la mayonnaise ne peut pas prendre? Le problème, c'est quoi? Vous savez, les gens ont acheté le maïs pour stocker, pour pouvoir revendre. Et après, l'État prend la décision de plafonner les prix. Ça ne marchera pas. Si quelqu'un a acheté par exemple un sac à 10 000, vous voulez maintenant que ce monsieur-là, ou cette dame revende par exemple ce sac à 8 000, mais le gap de perte là, qui va combler ça? En fait, le problème à ce niveau. Moi j'avais cru que quand on a parlé du plafonnement des prix, c'était peut-être le maïs que ANSA devait déverser. Et là on pouvait plafonner les prix. Mais les commerçants qui ont acheté leur maïs, qui ont stocké leur maïs à la maison, vous voulez que vous plafonnez les prix et vous voulez que ce commerçant, cette commerçante la vende en perte, mais ça ne pourra pas se passer. La preuve, quand on a plafonné les prix, allez sur les marchés, vous allez chez cette bonne dame, vous dites à la dame, moi j'ai fait l'expérience, il dit mais l'État a plafonné les prix. Il dit monsieur, ici c'est pas affaire d'État, soit tu achètes, tu t'en vas. Mais tu es obligé de partir. Et il y en a qui sont fermés. Mais il n'y a rien à faire. Les gens ont dit non. Que écoute, ici, ce n'est pas affaire d'État. Nous avons acheté notre maïs, nous avons stocké et nous voulons revendre.
nous avons payé cher, il faudrait également qu'on puisse récupérer le bénéfice. Le bénéfice. Donc vous dites que l'État a plafonné les prix. Nous ne pourrons pas. Aller chez l'État acheter. Aller chez l'État acheter. Ouais. Donc quand vous quittez tel marché, vous allez dans l'autre marché. Oui, c'est la même chose. Ils se sont passés le mot. Non, c'est pas qu'ils se sont passés les mots. Et ça c'est normal, ça c'est automatique. Je ne peux pas acheter un sac à 30 000 et le vendre à 28 000 par exemple. Vendre par exemple le sac à 25 000. Mais ça c'est pas possible. Si par exemple l'État en sorte avait déversé le prix et l'État avait pris en conseil des ministres cette décision de plafonner les prix, là je peux comprendre. Mais les gens ont déjà acheté leur maïs. Ils voudraient attendre un peu pour que quand ça va augmenter, eux aussi ils vont mettre une marge pour pouvoir gagner un peu. Maintenant on dit, on plafonne. Voilà, on plafonne, ils ne pourront même plus récupérer le prix de le capital. Donc je crois que, et quand vous prenez par exemple l'huile, la tomate, l'oignon et tout, je vous dis que rien n'a baissé. Mon confrère Eric disait tout à l'heure qu'il faudrait que le ministère puisse contrôler. Le contrôle là sera difficile. Ça va être compliqué. Ça serait on finira par des bagarres. Ils vont aller contrôler. Mais je vous dis, c'est comme les bonnes femmes du grand marché. Vous savez, quand les policiers viennent par exemple pour dire madame, dégage ta marchandise ici parce que ici c'est la voie. Dès que le policier tourne dos, la femme ramène encore sa marchandise. Donc c'est pour vous dire que... C'est compliqué. Donc si on dit de contrôler, il n'y a pas de souci. Bon, madame, on a dit qu'on a plafonné le prix du maïs à tel. Est-ce que vous avez fait? Oui, j'ai fait. Le gars quitte, quelqu'un vient pour acheter, il dit bon, on a plafonné, mon ami, ça c'est mon prix, tu achètes ou tu n'achètes pas ou tu t'en vas. Mais au fait, c'est ça le problème. Non, Jacques, ce que nous disons, parce que vous savez, le contrôle des prix s'effectue avec certainement des sanctions. Parce qu'on ne peut pas venir chez vous. Oui, ça ne peut pas être compliqué. Ça, c'est leur travail aussi. Ils savent le faire. Vous savez, d'abord, il faut partir des grands distributeurs. Les distributeurs des produits de première nécessité, là, je pense que tout provient d'eux. Vous ne pouvez pas, parce que l'État, en disant on plafonne le prix, ça veut dire que vous avez le prix d'achat, auquel on ajoute le bénéfice, les transports, tout ça, et après on a le prix de vente. Et donc quand l'État dit je plafonne le prix, ça veut dire que c'est un prix raisonnable. C'est-à-dire que la marge que vous avez sur ce produit-là est peut-être de 100 francs. Donc c'est 100 francs pour tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Mais aller au-delà de 100 francs, ce n'est pas possible. Lorsque ça se fait, c'est des sanctions qui suivent. Et je crois que c'est plutôt ce qu'il faut pousser l'État à faire. C'est là où je serais d'accord avec lui. C'est au niveau, il a bien parlé des grossistes. Ça, au niveau des grossistes, là, il n'y a aucun souci. Mais moi, par exemple, un détaillant, j'achète par exemple un sac à 30 000. Vous voulez que je plafonne le sac là à 25 000 Eric? C'est pas possible. Non. En fait, si c'est les grossistes, ça marche. Oui. Mais nous, les détaillants, on ne peut pas, on ne peut pas non plus fixer une loi et ne pas donner de marge de manœuvre. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire, de toutes les façons, aujourd'hui, après une semaine, on ne peut pas constater cela. Après une semaine, c'est difficile de constater. Nous sommes d'accord que la volonté de l'État est là. Le désir de l'État de vraiment alléger les souffrances des populations est là. Mais la réalité est que votre femme, elle a acheté son stock depuis le mois de décembre, par exemple, ou janvier, à un prix X égale à tel. Et aujourd'hui, on lui dit, bon, le même stock, vous l'achetez ou vous le vendez à X moins. Dans la réalité, ça pose problème. Mais nous voyons la préoccupation du gouvernement, de l'État. C'est nous qui avons crié. Et l'État a décidé donc de plafonner. Là, nous parlons de la faisabilité. La preuve, une semaine, déjà. Nous sommes en train, là, Eric, l'exemple que tu me donnes, c'est des exemples individuels. Il faut prendre le général. Parce que le général, c'est surtout ça qui va nous permettre
de juger de la bonne pratique de ce plafonnement. Oui. Là, vous parlez du principe, du principe du raisonnement déductif. Hein. Voilà, c'est clair. Il ne faut pas aussi inclure le raisonnement inductif qui je ne disconviens pas. Du particulier au général. Oui, je n'en disconviens pas. D'accord. Bien, en tout cas, nous allons observer. Nous ne sommes rien sur ce plateau pour réinventer la roue de l'histoire, mais nous saluons la décision du gouvernement, mais nous plaignons simplement du fait que cette décision risque d'être, de rencontrer des difficultés, que le Togolais où les gens ne sont pas encore sous la même longueur d'onde que le gouvernement, mais nous espérons, ce n'est que ça n'a fait qu'une semaine, nous espérons de voir dans les semaines à venir, peut-être petit à petit ça va aller. Il y en a quand même qui ont commencé par diminuer de 50 francs, de 100 francs, etc. Je crois que ça pourra aller. La presse togolaise, sinon la presse dans son ensemble, était à l'honneur cette semaine et a été doublement célébrée ici au Togo. D'une part, c'est l'Observatoire togolais des médias OTM qui a saisi l'occasion de cette journée, comme il est de coutume cette année, pour présenter chaque année le fait, pour présenter son rapport sur la liberté de la presse au Togo. Rapport sur la liberté, comment se porte la liberté de presse au Togo, la réponse de Fabrice Pekézi, président de l'Observatoire togolais des médias, et on revient pour avoir votre analyse, votre perception de la chose. De façon globale, il faut dire que c'est un rapport qui nous permet de dire que notre pays est sur une bonne voie en ce qui concerne la liberté de presse, même s'il y a quelques éléments qui viennent un peu assombrir le tableau. On espère que dans les années à venir, nous allons célébrer une journée internationale de la presse où on ne parlera plus de dérapage, où on ne parlera pas de sanctions. Aujourd'hui, la convention collective, nous l'avons presque sous la main, et également beaucoup d'éléments également qui ont avancé au niveau des organisations de presse quand même, et l'Observatoire togolais des médias qui quand même a réussi à avoir une visibilité avec le nouveau rôle qu'on a pu lui confier dans le processus de désignation des membres de la HAC. Donc de façon globale, il faut dire aussi que sur le plan économique, ça n'a pas été rose pour la presse pour des raisons liées à la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans. Jacques, comment la presse togolaise gère-t-elle sa liberté? Et cette fois-ci, je déniche votre deuxième casquette, c'est que vous êtes le président du Conseil national des patrons de presse. Vous fûtes président du Conseil national. Et à ce titre, quelle lecture faites-vous de la gestion dans le fond de la liberté de presse au Togo? Non, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le temps au niveau de la presse togolaise, nous avons quand même cette liberté de temps aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple nos journaux, ou vous écoutez les radios, les débats sur les chaînes de télévision, de radio, vous sentez quand même qu'il n'y a plus un gendarme derrière chaque journaliste par rapport à ses propos, par rapport à ses écrits. Les choses ont beaucoup évolué. Mais il faut reconnaître également que dans cette évolution, il y a toujours des problèmes. C'est comme un enfant que vous mettez au monde. Vous mettez un enfant au monde aujourd'hui, l'enfant là ne peut pas se lever tout de suite, commencer par courir. Il faut vraiment, à un moment donné, il va se lever, à un moment il va tomber, il va se relever. Mais écoutez, c'est la vie. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout est rose au niveau de cette presse, qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, il y a également des défis à relever. Mais je crois qu'aujourd'hui, par rapport, effectivement, comme je le disais, au temps, nous avons quand même ce temps un peu libre. L'autre aspect de la chose, c'est sur le plan économique. Depuis cette crise sanitaire que le monde a connue, il faut reconnaître que la presse togolaise a été beaucoup secouée. Ça, il faut le reconnaître. Beaucoup de journaux ne paraissent plus. Beaucoup sont ces journaux qui ne paraissent plus. Quand vous prenez les radios et les télévisions, beaucoup sont également désaérés au niveau de la RTP. On a ce qui est devenu R7, qu'on n'arrive pas effectivement à régler. Tout récemment, ils nous ont envoyé des injonctions pour pouvoir payer. Mais vous voyez que c'est difficile. Vous prenez aujourd'hui les salaires au niveau
de certaines radios, télévisions, de la presse, c'est un peu compliqué. Il y en a qui ont 6 mois d'arrêt de salaire. Wow. Il y en a qui ont beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc c'est pour vous dire que la presse togolaise souffre. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a la main-vente, il n'y a pas également, il n'y a plus des annonces. Il n'y a pas d'annonces au niveau des radios, des télévisions dans le temps qu'on avait connu. Il faut reconnaître également que l'espace est tellement aussi un peu grand. L'autre aspect, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous voyez, la plupart des jeunes aujourd'hui font ce qu'on appelle le e-commerce. C'est-à-dire, ils prennent leur Android, ils sont là, ils font leur commerce. Alors qu'avant, ils allaient dans les sites de radio, de télévision pour pouvoir faire la publicité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, je crois qu'il faudrait même qu'à notre sein, nous puissions également réfléchir. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que aujourd'hui, avec ces difficultés que nous avons, quelle opportunité nous pouvons saisir? Quelle est la vision que nous avons pour nos radios, pour nos télés? Parce que vous êtes sans savoir, il y a la TNT qui arrive, qui part de la TNT, pas de la production. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de nos radios, nos télévisions, nous avons les moyens pour la production? Donc je crois qu'il faudrait que nous puissions ouvrir effectivement la réflexion et voir ce que nous allons faire demain par rapport à notre presse. Mais il ne faut pas que les gens se découragent aujourd'hui. Je voulais parler des patrons de presse, se découragent par rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux, parce que les gens disent, si par exemple Eric doit apparaître par exemple demain pour une information, il est par exemple au bouclage, mais dès qu'il quitte le bouclage, l'information est déjà sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est des choses également qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai qu'ils ne pourront pas détruire la presse parce que la véracité des informations, c'est dans la presse. Oui. Mais vous savez, quand on parle des réseaux sociaux, chacun il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il fait. Eric, votre avis me plaît là-dessus. Quelle lecture faites-vous de la presse en termes de liberté aujourd'hui? Ah ben, la liberté, je pense qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, si toutes les organisations de presse qui ont fait le constat également, et même les organismes qui jaugent quand même le niveau de liberté de presse, reconnaissent quand même qu'il y a cette liberté de travail des journalistes dans notre pays. La presse a aujourd'hui quand même un espace qui est ouvert. Tout le monde peut travailler comme il le sent, comme il le veut. Mais il ne faut pas négliger aussi le fait que nous avons des tests qui régissent la profession et qui comportent quand même des dispositions qu'il faut toujours améliorer. Aujourd'hui, les gens peuvent travailler comme ils veulent, mais il faut que ce soit en toute responsabilité. Il faut assumer l'information que nous donnons. Et donc, je pense que si nous devons conclure de façon globale, la presse togolaise est libre aujourd'hui. Toutefois, il faudrait aussi quand même que cette presse-là soit véritablement indépendante. C'est là le vrai souci, où Jacques parlait par exemple du côté économique, où la presse est en difficulté partout. Vous savez, il parlait tout à l'heure de mévente en ce qui concerne la presse écrite. Qu'est-ce qui se passe? On l'a toujours dit et ça continue. Ce n'est pas que les Togolais ne lisent pas la presse, mais les gens reçoivent la presse, ils lisent, et le soir, ils retournent les journaux qu'ils ont reçus le matin, moyennant quelque chose pour les vendeurs à la criée. Ça vous revient en invendu. Et donc, ça constitue la mévente. Mais ça date de toujours. Depuis, je dis 91, où le secteur de la communication a été libéralisé, je pense que ce phénomène-là existe. Des fois même, des gens prennent des journaux qui vont photocopier. Et c'est au détriment des promoteurs de ces journaux-là. Donc, je pense que l'indépendance de la presse
dépend forcément de cette économie. Et comme Jacques le disait, qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est qu'il faut plutôt pour nous aujourd'hui trouver un modèle économique qui nous permette de nous en sortir. D'abord, est-ce que nous avons un cadre publicitaire qui nous permet, parce que la presse vit de ça, de la publicité, que vous soyez presse écrite, audiovisuelle ou même en ligne, oui. Vous avez besoin de la publicité pour pouvoir vous en sortir. Est-ce que nous avons un espace publicitaire qui est propice à l'éclosion ou de la presse? Non. Parce que, vous savez, il y a à peine 4 ou 5 structures qui communiquent véritablement. Les autres vous imposent même ce qui doit payer. Oui. Alors que vous avez une grille tarifaire que vous présentez, mais on vous dit non, nous on n'a pas les moyens, mais parce que vous avez besoin de ces moyens-là, vous êtes obligé de prendre. Mais parfois, il ne faut pas que l'on ridiculise quand même la presse. Et donc, à partir de ce moment, il faut que nous, les professionnels des médias, les patrons, etc., qu'on cherche, qu'on trouve un modèle économique qui nous permette de nous en sortir. Oui. Pour terminer, quand même, en ce qui concerne la presse, il y a une autre question. Hein, les gens, il y a eu par exemple le classement de... Oui, c'est à ça que je voulais en venir. Okay. Tout cela, tout ce que vous dites, la liberté de presse au Togo, oui. Mais tout ça contraste avec un rapport de Reporters sans frontières qui a publié son rapport annuel, un rapport pas élogieux pour le Togo, qui a fait une chute libre sans vitesse initiale en matière de classement, quittant la 114e place l'année dernière pour la 100e place cette année, soit une dégringolade de 26 places. Même s'il est devant le Bénin voisin, qu'est-ce qui peut justifier cette chute libre malgré les multiples efforts des organisations de presse, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et même du ministère de la communication et des médias qui s'activent pour professionnaliser notre métier. Eric, vous avez voulu répondre là-dessus. Oui, c'est dire que Reporters sans frontières, par exemple, a ses indicateurs. Et donc, lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il y a un journaliste qui a été emprisonné, tout de suite, Reporters sans frontières va sur indicateur emprisonnement et on coche. Voyez-vous? Mais ce qui va être, à mon avis, très important aujourd'hui à faire au niveau de Reporters sans frontières, c'est de chercher à savoir si véritablement il y a raison ou pas d'emprisonner un journaliste. Parce que Fabrice Pechesi, le président de l'OTM, au cours de cette présentation, a quand même eu à dire que lorsqu'ils sont convoqués, par exemple par la RAC, en présence des confrères, le plus souvent, c'est que les informations qui sont données sans recoupement, sans un travail professionnel derrière. Et donc, Reporters sans frontières ne prend pas en compte la véracité de l'information donnée ou autre chose. Mais lorsque le journaliste a été sanctionné, on cherche sanction, on coche. Ça, ce sont les indicateurs de Reporters sans frontières. Et donc, c'est à partir de ça que le Togo a dégringolé de 26 places. On était 114e l'année dernière, aujourd'hui, on est 100e. Maintenant, est-ce que je veux parler de la RAC, qui est l'institution étatique qui régule le secteur, est-ce que la RAC communique assez par rapport à ces sanctions, etc. Je crois qu'il faut également faire un travail à ce niveau. Et maintenant, je pense que les journalistes, lorsqu'ils ont des soucis, nous avons un tribunal des pairs. Mais nous avons pris le temps de fragiliser ces organisations-là et
Ce qui fait que lorsqu'il y a un problème, les gens se dirigent directement vers la HAC, qui est l'autorité étatique. Alors que nous-mêmes, nous avons géré ces trucs-là à notre niveau. Il faut désormais qu'à notre niveau aussi, nous puissions trouver quand même des moyens pour que les journalistes en difficulté puissent être aussi jugés et sanctionnés, pourquoi pas, aboutir à un règlement à l'amiable. Voilà. Votre avis par rapport au classement du Togo, qui contraste avec ce que vous avez dit de la presse togolaise, qui est libre en réalité, mais Reporters sans frontières trouve que ce n'est pas encore ça. Oui, vous savez, ce qui a fait que le Togo a un peu chuté par rapport au classement, c'était l'emprisonnement de nos deux confrères. Je voulais parler de Joël Lega, paix à son âme, et Ferdinand Haïté. En fait, c'est ce qu'Éric expliquait. Du moment où vous jetez un journaliste en prison, tout de suite l'indice descend. Lorsqu'il n'y a pas, par exemple, vous vous rappelez, l'année passée, il n'y avait pas eu du tout de problème au Togo. Vous avez vu que l'indice avait monté. Je crois que c'est le lieu également aujourd'hui pour les acteurs de la vie politique et les journalistes. On a dit que nous devons faire également front commun sur certains aspects. C'est-à-dire que lorsqu'il y a par exemple un problème, Eric le disait tout à l'heure, il y a les voies de recours. C'est-à-dire qu'il y a la HAC, il y a l'OTM qui est là, et même il y a également des personnes ressources au sein de la corporation qui peuvent également régler certains problèmes. Mais vous savez, souvent, nous sommes dans l'effet de l'émotion, sous l'effet également de la colère, et c'est là qui nous amène des fois vers des juridictions. Et après, il y a également des problèmes. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que nous puissions utiliser les passerelles que nous avons pour pouvoir souvent régler les problèmes auxquels nous faisons face. C'est vrai qu'actuellement, le ministre de la Communication, il est en train de vouloir aider les organisations à signer la convention collective avec les partenaires. Mais il faudrait aujourd'hui, vous savez, c'est vrai de signer une convention collective. J'ai un média, je sais ce que c'est. Je peux signer la convention collective, mais est-ce que je peux respecter les cours de cette convention? Si je ne respecte pas, par exemple, les cours de cette convention, cela pourrait également conduire à des difficultés. C'est là vous allez voir, on va commencer par convoquer les patrons de presse au niveau du tribunal du travail. Parce qu'ils n'ont pas respecté la convention. Vous voyez, donc je crois qu'il faudrait que nous puissions effectivement revoir l'environnement de nos médias, le fonctionnement aujourd'hui de nos médias. Il y a la presse en ligne également qui s'est ajoutée aujourd'hui à ces journaux, à ces radios que nous avons. Donc vous voyez qu'on a aujourd'hui une pléthore effectivement d'organes et de presse dans notre pays, mais est-ce qu'il y a la vitalité, est-ce qu'il y a la rentabilité dans ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que le journaliste vit de son métier? That is education. Alors, liberté, oui, en témoigne d'ailleurs cette interview du Conseil national des patrons de presse qui, à l'occasion de cette initiative du Conseil national des patrons de presse qui, à l'occasion de la deuxième édition de la semaine de la presse, a formé les siens sur l'extrémisme violent, le terrorisme et surtout sur le rôle de la presse dans l'éducation au civisme et à la citoyenneté. Nous allons écouter Tchagnon Armiao et on revient pour conclure avec ce sujet et passer à autre chose. Nous avons choisi de ne pas célébrer seulement la presse, mais de contribuer dans le rôle social que nous avons. Nous avons jugé utile de connaître la thématique autour de laquelle nous voulons passer la sensibilisation, autour de laquelle nous voulons former ou éduquer nos populations. Pour toute nation moderne, les populations aspirent au développement et au mieux-être. Pour qu'on puisse aller à un développement pour tout pays, il faut de la stabilité. Et je salue ici le ministère de la Sécurité qui a mis à notre disposition un expert digne, qui connaît la thématique, qui connaît les tenants et les aboutissants de ce qui se fait dans ce domaine et qui nous a édifiés. Voilà, c'était Alimène Tchagnon qui donc répondait à notre micro par rapport à la journée, à la deuxième édition de la journée de la semaine de la presse. Malheureusement, on n'a pas du temps pour
pour commenter. Le président a parlé, on ne commente pas les propos du président. Nous allons de l'autre côté. Assimi Goïta veut se tourner vers Fort Esozmna Niassingbe, dépassé donc par les événements. Il veut se tourner vers Fort Esozmna Niassingbe pour l'aider à démarrer ou à dénouer la crise qui le lie à la CEDEAO. Après le passage de son excellence Fort Esozmna Niassingbe auprès de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, ce salon duquel il a manifesté sa préoccupation et sa compassion au peuple malien, c'est Goïta qui, l'ayant écouté, a dépêché des émissaires pour venir lui dire d'abord merci et lui demander de vive voix s'il peut faire quelque chose pour leur sortir, pour les aider à sortir donc de la situation. Nous les écoutons à travers cette revue. Facilitation de la transition au Mali. Un émissaire du président Assimi Goïta chez Fort Niassingbe nous apprend au réveil. Crise malienne, Bamako a demandé, Lomé a accepté. Écrit l'Union pour la patrie. Bamako sollicite, Accra boude, lance le canard indépendant. Et le canard indépendant d'ajouter Fort Niassingbe engagé à soutenir l'effort de dialogue du gouvernement malien. CEDEAO, la médiation togolaise au service de la crise malienne, mentionne l'éveil de la nation. C'est le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui était à la tête d'une délégation pour venir solliciter le soutien de Fort Niassingbe pour une sortie de crise dans ce pays qui vit sous embargo de la CEDEAO depuis le putsch qui a vu Goïta monter au trône pour gérer la période de transition en attendant l'élection. Bon, Jacques, j'avoue que ce serait pas tâche aisée pour Fort Niassingbe qui a en face de lui une CEDEAO à laquelle il appartient. Il lui faut donc vraiment de tact, n'est-ce pas, au risque d'attirer le courroux de l'organisation sur le pays également. Comme un adage le dit si bien, avant de bouger la queue du lion, rassurez-vous bien qu'il dort. Vraiment, je crois que vous avez bien résumé le contexte et le sujet. Vous savez, la crise malienne est une crise à multiples facettes. Vous savez, la première facette, c'est la Côte d'Ivoire. La seconde facette, c'est la France. Et peut-être moindre facette aussi, la Russie. La Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que vous savez, le président Ouattara n'a jamais toujours digéré le comportement de Soro envers lui. Et vous savez, Soro est tombé en disgrâce. Entre-temps, il y a un régime malien qui était là, Boubacar Keïta, qui est décédé, paix à son âme, qui avait arrêté entre-temps un collaborateur de Guillaume Soro, qui était là-bas. Mais lorsqu'il y a un coup d'État, Goïta a libéré Bensouk, c'est le collaborateur de Soro. Et vous savez, depuis que Soro est parti, c'est lui qui gère effectivement les biens de Soro dans la sous-région. Et de temps en temps, c'est lui qui essaie d'envoyer un peu des sous à Soro pour son exil. Libérer ce monsieur, Ouattara n'a pas digéré. Ouattara n'a pas du tout digéré le fait qu'on l'a libéré parce que il va toujours continuer par envoyer les sous à Soro. Ouattara voulant effectivement asphyxier, anéantir Soro. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu, hormis les sanctions, parce que c'est pour une première fois dans l'histoire de la CEDEAO, où on dit également qu'on prend également des sanctions économiques. Les sanctions économiques voudraient dire que l'argent ne pourra plus circuler. On ne peut plus faire des transactions au niveau des banques pour envoyer des sous. Donc Ouattara, voyant ça, il a tout fait effectivement pour serrer également Soro à ce niveau,
Parce que Soro ayant ses biens au Mali et au Niger, nous ne pourrons plus faire transiter l'argent ni au Niger ni au Mali. Et vous avez vu la fois passée, il a procédé à la vente aux enchères des biens de Soro en Côte d'Ivoire. Et l'autre aspect, c'est la France. Vous savez, la France n'a jamais digéré également ce que... L'expulsion. Voilà. Et la France n'a pas digéré à ce que la Russie puisse envoyer les mercenaires. C'est vrai que la Russie nie l'avoir envoyé les mercenaires. Le Mali dit qu'ils n'ont jamais les mercenaires sur leur territoire. Donc c'est un mili-mélo. Aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé, se présentant comme médiateur, devait faire extrêmement attention par rapport à ces pôles. Parce que c'est des pôles où chacun tire le drap vers lui. Et il y a le pôle également du Ghana, parce que jusqu'à présent, le président ghanéen n'a pas également digéré du fait qu'il a invité Goïta. Et il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Donc il n'a pas digéré ça. Et également l'autre du Nigeria qui est là, Boari également, qui n'a pas digéré ça. Donc je crois que c'est vrai que le président togolais a des atouts au niveau de ses chefs d'État, mais il faudrait également que ces chefs d'État-là soient sincères par rapport à sa médiation. Parce qu'il ne suffit pas d'aller les rencontrer, échanger, et après, vous allez voir qu'ils vont décider autre chose. Donc je crois que si le président togolais arrive à convaincre, je vous dis, Ouattara, à 100%, les autres vont se plier. Mais si Ouattara n'est pas d'accord par rapport à cette médiation, il faut se dire que cela ne pourra pas marcher. Et l'autre aspect, il faudrait également qu'on fasse très attention. Attention dans cette médiation, parce que on ne sait pas quels sont les intérêts. Quels sont les intérêts des uns et des autres. Est-ce qu'avec cette médiation, le Togo ne va pas subir encore d'autres attaques après? Donc je crois qu'il faudrait jauger les choses, savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut, qui avec nous par rapport à cette médiation. Parce que le Mali, c'est un gros morceau. C'est comme si un bœuf qu'on a tué, certains viennent avec les coucoupes, d'autres viennent avec les machettes, d'autres viennent avec les couteaux. Donc chacun veut couper une grande partie. Donc je crois que le Togo doit faire extrêmement attention. C'est le lieu pour les Togolais de soutenir effectivement la médiation de leur président. Et de prier surtout pour lui. Il faut prier parce que l'aspect malien, là, je vous dis que ce n'est pas du tout facile. Eric, ce n'est pas ta chaise pour le président Faure. Malgré sa volonté, une fois, heureusement, c'est un homme de je crois que c'est un appel qui a été lancé par le Mali. Donc le Mali vient de solliciter le président Faure pour une médiation. Je pense que la CEDEAO, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un très bel instrument qui logiquement doit nous aider à développer nos pays. Malheureusement, ce que je constate est que les citoyens n'arrivent pas à donner à cet instrument-là toute sa lettre de noblesse. Parce qu'il y a eu des crises et les gens ont estimé que la CEDEAO a pris parti pour les gouvernants au détriment des populations. Je crois qu'aujourd'hui, avec la situation au Mali, les gens vont comprendre que la CEDEAO est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Les sanctions prises, tout le monde était contre. Tout simplement parce que ces sanctions-là ne vont pas agir directement sur Assimi Goïta et ses collaborateurs qui dirigent aujourd'hui la transition. Mais c'est sur le peuple malien. C'est pour ça que tout le monde était contre ces sanctions. Mais ces sanctions-là ont été prises dans un cadre juridique donné pour permettre à ce pays-là de se relever. C'est vrai, la CEDEAO dit, nous n'acceptons plus dans notre espace des coups d'État militaires. Nous ne voulons plus que les militaires dirigent les pays. Si tu es militaire, tu veux gérer un État, il faut démissionner de l'armée. Et donc, quand vous prenez le pouvoir par la force, il
il faut tout faire pour céder rapidement le pouvoir aux civils, parce que vous devrez organiser des élections pour libérer le plancher. Ce qui se passe au Mali, je crois que le président togolais lui-même était déjà ouvert à cette sollicitation. Pourquoi? Parce que tout au début, dès que les sanctions ont été prises, ça veut dire qu'aucun chef d'État d'un pays membre de la CEDEAO ne devait plus aller au Mali. Mais on a vu le chef de l'État togolais y aller. On a vu son ministre des Affaires étrangères également à Bamako. Ça veut dire que le Togo est à la recherche d'une solution durable dans ce pays-là déjà. Et donc, je crois que c'est ce pan-là donné qui a permis à Assimi Goïta et à ses collaborateurs de venir solliciter officiellement la médiation du Togo dans cette crise. Parce que, vous savez, c'est vrai que tout de suite après les sanctions, les gens ont dit oui, le Mali peut s'en sortir seul, le Mali peut faire ci seul, etc. Même si aujourd'hui le Mali est en train de faire cheminer des marchandises à travers l'Algérie, à travers le port d'Alger et le port de Nouakchott, mais cette relation-là doit se tisser sur des années. Parce que c'est pas évident de dire aujourd'hui nous créons une coopération et que tout de suite nous allons récolter des résultats. Ça, c'est toujours fait sur le long terme. À partir de ce moment, le Mali aujourd'hui est obligé de reprendre langue avec la CEDEAO. Et donc, il faut que ces sanctions-là soient quand même allégées. Et vous avez vu ce que le Mali a déjà fait. On est parti de 5 ans comme durée de la transition à 36 mois, 3 ans, et aujourd'hui on parle de 24 mois, et ça veut dire 2 ans. Donc ça veut dire que le Mali est déjà ouvert pour que quand même la CEDEAO puisse reprendre. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi l'UEMOA, parce que la médiation c'est entre le Mali et la CEDEAO. Il y a également l'UEMOA et les autres pays à l'international. Il ne faut pas oublier, parce que le Mali fait partie de l'espace. Je crois que sa chute est intéressante. On peut dire que le Mali, pour ne pas dire Assimi Goïta, est en train de faire un peu marche arrière et de mettre un peu de l'eau dans son vin en faisant le pas lui-même vers la CEDEAO. Je ne crois pas que Assimi Goïta est en train de faire un pas en arrière. Non. Parce que ce qui se passe... Puisque c'est lui-même qui a demandé le dialogue. Nous tous nous souffrons. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas seulement le Mali. Vous prenez l'économie ivoirienne aujourd'hui. Les Ivoiriens souffrent. Vous prenez les Sénégalais. Les Sénégalais souffrent. Même le Togo, nous souffrons aussi. Parce que combien de Maliens viennent ici au port de Lomé? C'est vrai. Combien vont par exemple en Côte d'Ivoire? Donc c'est pour vous dire que quelque part, ce n'est pas seulement Goïta qui fait, mais je crois qu'aujourd'hui, chacun a intérêt à ce qu'on puisse s'entendre. Oui. Vous comprenez? C'est comme une femme qui a mis au monde des jumeaux. Elle ne peut jamais se coucher sur son ventre. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, le Mali constitue aujourd'hui un repère pour les pays de la CEDEAO. Parce qu'il faut reconnaître que cette sanction-là est injuste. Vous ne pouvez pas prendre une sanction pour asphyxier un peuple. Parce que un peuple indépendant. C'est pas normal. Donc je crois que quelque part, c'est une erreur. Il faut corriger rapidement cette erreur-là. Donc je crois que si aujourd'hui le Mali a accepté la médiation du président de la République, il est vrai que quelque part, c'est que tout le monde est fatigué. Ça, il faut le reconnaître. Tout le monde est fatigué avec cette crise malienne. Vous savez, quand on parle des sanctions, il paraît que le Mali n'arrive plus à honorer ses engagements au niveau de l'UEMOA. Mais est-ce que c'est eux? Ils ne sont pas auto-sanctionnés. Mais c'est vous qui les avez sanctionnés. Si vous ne l'avez pas sanctionné, est-ce qu'ils ne vont pas honorer leur dû envers vous? Ils vont le faire. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, vous avez vu que depuis qu'ils ont pris les sanctions, on n'a pas dit qu'il y a eu un mois, on n'a pas payé. Donc il faut les féliciter.
parce qu'ils sont en train d'organiser en interne même leur économie. Donc c'est des gens, faudrait qu'aujourd'hui, Africains que nous sommes, nous puissions nous inspirer de ce qui se passe au Mali. Comment ils ont fait? Pendant tout ce temps de sanctions-là, on ne nous a pas dit qu'il y a eu retard de paiement des salaires, mais les gens continuent toujours les payer. Donc je crois qu'il faudrait que les gens soient sincères avec le président Faure Gnassingbé, qu'on puisse sortir effectivement de ce problème-là et que l'Afrique de l'Ouest puisse se libérer par rapport à ces sanctions-là. C'est tout le Togo qui sera honoré si Faure Gnassingbé, sinon si la médiation de Faure Gnassingbé arrivait vraiment à résoudre cette crise. On dira, l'histoire retiendra que c'est Faure du Togo, le président de la République togolaise, qui a mis fin à la crise au Mali. C'est sur ce souhait et vœu que nous allons mettre fin à cette messe et nous comptons beaucoup sur l'humilité, la responsabilité et surtout la sagesse de notre président pour que, effectivement, au sortir du dialogue, que les résolutions prises aillent en faveur donc de la fin de la crise au Mali. Et on dira donc bravo au chef de l'État togolais et l'histoire l'inscrira dans son agenda. Merci Jacques Jacoti, vous êtes journaliste analyste, directeur de la radio de l'Évangile et puis président du Conseil national, le premier président du Conseil national des patrons de presse. Eric Senior Johnson, merci pour votre disponibilité également. C'est moi. Et une fois encore, nos condoléances et pour la perte de notre papa Johnson. Merci. Et nous vous souhaitons un bon retour sous la protection divine dans vos foyers et dans vos rédactions respectives. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui m'a aidé dans cette émission. Nyon Makaka au montage, Ibrahim Maki cadrage, Awi Simone à la mise en onde et en orbite. Il y a deux voies par lesquelles l'on accède au pouvoir. L'une par la force et l'autre par les urnes. La première, c'est-à-dire par la force, est celle des animaux et la seconde, c'est-à-dire par les urnes, est commune aux hommes. C'est de Nicolas Machiavel. Merci de votre fidélité. À dimanche prochain autour d'un autre évangile. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les mesures barrières. La COVID-19 est toujours là.